On ne peut jamais plaire à tout le monde, mais pour moi, cet épisode 4 de House of the Dragon était magnifique, passionnant, sans le besoin de tirer une seule épée. Bah si, c'est vrai, mais on va en reparler. Comme d'habitude, c'est une vidéo pour celles et ceux parmi vous qui ont déjà vu l'épisode, sachant que les théories et spoilers livres n'arrivent qu'en dernière partie, en fin de vidéo. Et je vous rappelle que la série est exclusivement diffusée en France sur OCS avec un replay VO sous-titré et VF dès 4h du matin dans la nuit du dimanche au lundi. Et vous trouverez un lien en description de la vidéo pour vous abonner à OCS. Et au passage, vous aurez accès à des tas de séries que j'adore personnellement comme Barry, Mayor of Easttown, Euphoria, Westworld, Watchmen, Succession, Rome, Banshee, Chernobyl et des tas d'autres. Cet épisode 4 est visuellement magnifique, il maintient non seulement l'incroyable qualité des épisodes précédents en termes de lumière, avec forcément un rôle majeur du directeur de la photographie qui est Alejandro Martinez sur cet épisode, mais on peut ajouter la délicatesse et l'inventivité de Claire Kilner qui réalise l'épisode et qui reviendra pour les 5e et 9e de cette première saison. Les séquences dans le quartier populaire de Culpucier au Lupanar ou encore la scène d'amour entre Rhaenyra et Criston Cole parviennent à saisir et exprimer les ressentis tout en évitant certains gros clichés ainsi que de tomber dans une pudeur absolue qui aurait semblé bien frileuse et maladroite dans la série. La décision de s'appuyer presque exclusivement sur de l'éclairage naturel durant les scènes d'intérieur donne un cachet supérieur à la série, même si c'est au prix d'une grosse chaleur sur les plateaux à cause des flammes. Et les interprètes sont toujours au diapason et je pense qu'on a vu ici Millie Alcock dans le rôle de Rhaenyra, bien sûr, à son meilleur. Elle est en droit d'espérer de magnifiques rôles après cette démonstration. Et on pourrait sans doute passer la vidéo à dire du bien de l'ensemble du cast, avec en tête Paddy Considine en Viserys, Matt Smith en Daemon, Emily Carey dans le rôle de la jeune Alicent, et j'en passe. Outre ces aspects artistiques, on retrouve dans cet épisode des ingrédients qui font la quintessence de ce que veut être la série, qui est sans doute plus intimiste en quelque sorte que Game of Thrones, même si la violence viendra bien assez tôt se rappeler à notre bon souvenir. C'est le type de fantasy à la frontière de l'histoire fictive, de la politique fiction, qui vient plonger avec délectation au cœur des passions et turpitudes humaines, et voilà en partie ce qui fait le sel de ce qu'écrit J.R.R. Martin, c'est tout le plaisir aussi de la diversité des tonalités au sein du large genre qu'est la fantasy. Je partageais mon appréciation sur Twitter, et n'hésitez pas à aller m'y suivre d'ailleurs, et j'ai pu lire que certains trouvaient cet épisode 4 lent, voire chiant. Alors ce n'est absolument pas mon ressenti, vous l'aurez compris, puisqu'on a de l'action dramatique qui ne cesse jamais de progresser tout au long de l'épisode et des interactions qu'il va nous proposer pour amener à des endroits très importants, très intéressants pour la suite, pour les différents arcs de ces personnages. Revenons maintenant sur tout ça par ordre chronologique. Le roi se plie en 4 pour permettre à sa fille de se choisir un bon parti. Comme le souligne Alicent, un tel choix n'est pas donné à tout le monde. En effet, même si elle est reine, Alicent reste un oiseau dans une cage dorée, mais attention, un oiseau qui doit s'occuper des enfants, jouer à l'infirmière et répondre aux appétits nocturnes d'un roi malade de 3 fois son âge. Retour à Accalmie où se déroule, je suppose, la scène d'introduction puisque la princesse est aux côtés de Boros Baratheon, qu'on avait vu concourir et tomber durant la joute du premier épisode. On se situe dans un grand hall d'audience, certes monumental et puissant, mais bien vide et froid en comparaison des décors du Donjon Rouge, dans un parallèle très réussi pour bien souligner l'opulence hors norme de la cour par rapport aux seigneurs des grandes familles. De nombreuses familles nobles justement sont représentées ici, mais arrêtons-nous simplement sur le jeune Nerbosque et le troll de la maison Bracken, portant le cheval rouge cabré sur ses armoiries. On peut supposer que le jeune adolescent n'est autre que Samuel Nerbosque, et j'y reviendrai dans la partie spoiler livre, mais nous sommes plusieurs à avoir soupiré de soulagement, je crois, en le voyant vainqueur. Alors je ne sais pas si vous shippez Rhaenyra et Daemon, comme on dit dans le Jura, mais c'est bien son ship, ou navire en VF, de rien pour cet humour, qu'il vient frôler aux commandes de Caraxès avant de faire son retour triomphal à Port-Réal. Toujours aussi théâtral, Daemon revient en roi de pacotille pour en jeter plein les mirettes. Il ploie le genou, certes, mais je pense qu'il est largement plus motivé à l'idée de revenir dans le tourbillon du pouvoir et des petites ou grandes intrigues, plutôt que de se réconcilier sincèrement avec son frère, le roi Viserys. J'ai pu constater dans les commentaires de la précédente vidéo que vous étiez nombreux à vous interroger quant à la grise écaille
de Kragas Drahar, vous savez, le chef de la triarchie là, que Daemon a déglingué la semaine dernière. Et est-ce que Daemon avait contracté cette maladie? On verra hein, si cela vient jouer un rôle par la suite, mais pour l'instant on peut quand même supposer que le prince vaurien a eu de la chance. Et puis bon, Matt Smith avec la coupe courte, faut dire, hein, il a encore plus de classe. Les réjouissances qui s'ensuivent m'ont non seulement donné faim, sachant que bon, je reconnais c'est pas trop difficile de me donner faim, mais elles soulignent sans lourdeur la situation de chacun à la cour. En effet, on peut observer lors de ce banquet que Daemon est de retour dans les petits papiers, alors que la vie d'Alicente, le roi s'en moque un petit peu, et on a un retour de flamme dans l'amitié entre Alicente et Rhaenyra. Et je ne m'attendais pas à ce que leur confidence et leur complicité retrouvée me fassent autant plaisir, ce qui en dit long sur la justesse des deux jeunes actrices. On a dans leur échange un condensé de ce qu'on retrouvera dans le reste de l'épisode. Et oui, Alicente est vouée à son rôle de reine, aussi bien auprès du roi que de ses enfants. Elle n'est pas heureuse, mais elle semble s'être fait une raison et projeter ses efforts dans le devoir de bien faire. Rhaenyra, à l'inverse, aspire encore à la liberté et continue de renâcler face aux morts que cette société veut nécessairement lui faire mordre pour dompter ses ardeurs. Au sujet de l'amitié entre Alicente et Rhaenyra, on pourrait même éventuellement évoquer une légère tension amoureuse, notamment dans la scène du bois sacré du premier épisode, quand Rhaenyra indiquait vouloir rester dans le giron d'Alicente tout le reste de sa vie en mangeant des gâteaux. Mais cette tonalité n'est pas vraiment revenue plus tard, à moins de vouloir absolument la retrouver ici, lorsque leurs mains se rejoignent, mais j'ai plutôt tendance à interpréter ça comme un signe d'intimité amicale, on va dire. Entre Rhaenyra et Daemon, on est toujours en ambiance ovalyrien, hein, pour souligner leur connexion de véritables dragons. Daemon nous résume sa vision de la vie quand il évoque un monde tragique qui ne doit pas inciter à vivre dans la peur, et nous faire perdre l'occasion de profiter de ces quelques bons moments. Il faut dire que Daemon se contrefout plus ou moins de tout et de tout le monde, vivant au gré de ses désirs et de son orgueil, bad boy insupportable par excellence, mais excellent protagoniste pour cette histoire. Le monde tragique se rappelle justement au bon souvenir du Conseil restreint alors que Corlys Velaryon envisage une alliance par le mariage avec les cités libres. Et ça pue ça. On constate qu'un des frères Lannister semble avoir repris la fonction de maître des navires, mais aussi que Rhaenyra dispose d'une place assise à la table avec sa propre pierre de présence, alors qu'elle était auparavant cantonnée au rôle des chansons, c'est-à-dire au service du vin. La notion de cage que j'évoquais auparavant pour Alicente est on ne peut plus distinctement représentée par le grillage de sa fenêtre et les cris de son enfant qui achève de l'enfermer dans sa fonction de reine pondeuse. Daemon connaît le palais comme sa poche et sa jeunesse tumultueuse à faire le mur lui a donné un certain savoir des passages secrets du Donjon Rouge. L'exaltation de l'interdit et de la nouveauté est parfaitement saisie par la succession de scènes, le cadrage, les éléments parfois flous, la musique et les flammes. Alors oui, c'est vrai, on a Michael Myers qui lui propose à Rhaenyra de lui parler de sa mort, mais à part ça, tout va bien, hein. Enfin presque, on en reparlera dans la partie spoiler livre. Pendant ce temps, Alicente soigne des plaies qui ne guérissent jamais et semblent même se multiplier sur le corps de son vieux mari, le roi Viserys, et c'est l'occasion de revenir à notre jeu du lundi, combien de doigts reste-t-il au roi? 1, 2, 3, 4... Et là encore, j'aurai un point à souligner à ce sujet, mais qui relève d'un spoiler pour la suite. Ce sera donc en fin de vidéo. Découvrir les pantalonnades de rue autour des questions de succession devrait permettre d'ouvrir les yeux à Rhaenyra sur la puissante imprégnation de certains us et coutumes auprès de la population de Port-Réal. Différentes traditions, à commencer par l'idée d'une supériorité naturelle qu'auraient les mâles pour exercer le pouvoir politique, royal en l'occurrence, ce que la réalité semble avoir pas mal combattu, même battu en brèche, je dirais, depuis quelques milliers d'années maintenant. Mais bon, passons. Rhaenyra estime que l'avis du peuple est sans importance et étonnamment, Daemon semble un peu plus raisonnable et pragmatique sur cette question. On peut souligner au passage le petit clin d'œil à la pièce de rue à laquelle Arya assistait en saison 6 de Game of Thrones. Au passage, Rhaenyra tombe sur Ser Harwin Fort, un capitaine des manteaux d'or qu'on n'a que vaguement aperçu pour le moment, mais qui devrait être le fils de Lyonel Fort, le maître des lois du Conseil restreint. La scène du lupanar est évidemment pour Daemon une manière de jouer avec les interdits, mais il est, je pense, surpris par l'empressement de Rhaenyra à répondre physiquement à ce qu'il voulait sans doute être une provocation avant tout. Difficile de déterminer ce qui le retient ici d'aller plus loin, conscience du danger, une forme de retenue envers une nièce qu'il voit encore un peu comme une enfant, ou des émotions qui le surprennent lui-même. La juxtaposition des images de Rhaenyra avec son oncle d'un côté et Alicente avec le roi de l'autre joue parfaitement de l'ironie tragique qui veut que la première scène soit perçue comme honteuse et proscrite, alors qu'elle est consentie et née d'un élan réciproque,
ce qui ne fonctionne que dans l'univers fictionnel des Targaryens et de leurs habitudes consanguines, certes, tandis que la seconde nous dépeint une situation perçue comme socialement parfaite, alors qu'Alicente préférait clairement ne pas être dans ce lit. Et pour ajouter à ce parallèle, on a deux petits observateurs, d'un côté le gamin des rues et de l'autre un rat perché au-dessus de la jeune reine, ne trouvant pas le sommeil. Retour à Rhaenyra puisqu'on n'éveille pas impunément le désir d'une jeune femme, et c'est avec une certaine inconscience, toute typique de cette jeunesse justement, qu'elle va jeter son dévolu sur Ser Criston Cole. Dévolu qu'elle jette donc après avoir été repoussée par son oncle, on l'aura bien noté. L'hésitation du chevalier assermenté de la garde royale alors qu'il dépose sa cape blanche, symbole de son engagement et de sa pureté, témoigne plus sûrement de son conflit intérieur que n'aurait pu le faire un dialogue maladroit. Tout se serait merveilleusement bien passé, ou pas d'ailleurs, comme on se le remémorera en fin d'épisode, mais c'est sans compter les ancêtres des petits oiseaux de Varys, puisqu'un réseau d'enfants espions est déjà maintenu à l'œuvre par un certain ver blanc dont on reparlera en partie, spoiler. Mysaria a récupéré un démon ivre, mais surtout on découvre qu'elle a dû se débrouiller seule en son absence, sans qu'on ait une vision claire de l'état actuel de leur relation et du ressentiment qu'elle pourrait nourrir à son égard. Otto Hightower voit nécessairement cet outrage que représente l'escapade de Rhaenyra comme une opportunité, mais comme le précise la vidéo de coulisses, le personnage n'est pas totalement monolithique et il se sent véritablement embarrassé envers Viserys qu'il considère, voire qu'il affectionne. Le roi révèle à cette occasion qu'il est plus lucide qu'on ne pouvait le croire quant aux manipulations de sa main et au rôle joué par Alicente, ce qui est d'autant plus embarrassant que la reine écoute. Une position aussi délicate qu'humiliante pour elle, servie à ce roi par son père et par pure ambition politique. Entre Rhaenyra et Alicente, les demi-mensonges de la princesse risquent d'entamer durablement la confiance et la complicité qu'elle venait à peine de retrouver. Bien sûr, la scène se déroule encore une fois dans le bois sacré pour sceller cette étape supplémentaire dans l'évolution de la relation des deux jeunes femmes. On le constate, Alicente continue de prendre la défense de Rhaenyra face à son oncle et auprès du roi, mais si la vérité venait à arriver jusqu'aux oreilles d'Alicente, elle ne s'en sentirait sans doute que davantage trahie. On peut remarquer que dans la scène, la liberté d'Alicente semble ne passer qu'au travers du roi, qui regarde par une fenêtre maintenant ouverte. Et on peut peut-être y voir une façon dans la mise en scène de souligner que seul le pouvoir véritable offrirait la liberté à la cour, même si Viserys se sent certainement contraint lui aussi par sa couronne. Difficile d'imaginer un comportement plus démonien que Daemon gisant sur le sol, qui ne réfute même pas avoir pris la virginité de sa nièce, et qui en profite même au passage pour demander sa main. C'est un sacré numéro, mais on peut au moins lui reconnaître un discours anticonformiste qui vient directement pointer le complet déséquilibre entre ce que peuvent se permettre hommes et femmes. À peine revenu, déjà rebanni, c'est du Daemon Express. Entre le roi et sa fille, une mise au point s'impose, mais non sans rappel de la gravité de la charge qui incombe aux Targaryens, avec cette fameuse prophétie, cette chanson de glace et de feu, et une révélation sur la fameuse dague. Des incantations ont été investies dans la lame par le dernier des pyromanciens, ça en jette. La dague remonte au Targaryen qui a décidé de quitter Valyria et même à plus loin encore. Voilà qui vient un peu renforcer la logique des événements de l'épisode 3 de la dernière saison de Game of Thrones, avec l'effet de cette arme. Et je n'en dis pas plus, au cas où pour celles et ceux qui n'auraient pas encore vu la série mère. Rhaenyra comprend qu'elle n'a plus le choix et accepte sa fonction de princesse pour la pérennité de la famille en passant par ce mariage visé du moins avec Laenor Velaryon, celui-là même qu'on voyait chevaucher son dragon fumé des mers en fin d'épisode 3. Vous situez ? La princesse obtient toutefois la tête d'Otto, du moins sa fonction de main, ce qui ne devrait carrément pas aider, encore une fois, dans sa relation avec Alicente. Entre Otto Hightower et Viserys, la scène fonctionne bien du fait de son ambivalence, respect mutuel, affection peut-être, et pourtant perte de confiance du côté du roi, et désillusion quant à ses projets de grandeur pour le politicien. Lorsque le grand maître Mélos apporte la décoction à Rhaenyra, on comprend qu'il s'agit d'un thé de lune, un contraceptif au dosage délicat. Cela implique évidemment que Viserys ne croit pas sa fille, ou du moins que, dans l'incertitude, il préfère prendre les devants. On pourrait aussi y voir une sorte de piège inextricable tendu à Rhaenyra. Si elle ne boit pas le thé, elle semble confirmer sa parole, mais le doute quant à une grossesse potentielle la poussera à boire si elle a menti. Avant de se demander ensemble qui sera nommé Main du Roi et de passer au spoiler livre, je vous rappelle qu'outre votre attention, je vous demande gracieusement votre abonnement à la chaîne, et oui. Et elle a été lancée à l'automne 2017, cette chaîne,
et ce serait assez classe, je trouve, hein, qu'elle atteigne les 500 000 abonnés 5 ans après, puisqu'on est en 2022. Calcul, mathématiques. Les pouces et commentaires aident beaucoup au référencement YouTube aussi, hein. Et puis de toute façon, si vous n'avez pas vraiment le choix de faire tout ça, sinon on va lire La Mauvaise Aventure ensemble, avec Michael Myers sans yeux là, ce sera vite réglé. Passons aux spoilers et théories avec la prochaine main du roi, qui devrait a priori être Lyonel Fort, le maître des lois, et celui qui s'est prouvé de bons conseils jusqu'à présent pour Viserys. Dernier rappel, on est maintenant dans les spoilers sur la suite de l'histoire à partir des livres, et il va y en avoir de très gros des spoilers, hein, donc faites gaffe. Arwin Fort, son fils, un capitaine des Manteaux d'Or, devrait peut-être avoir un rôle croissant par la suite, comme vous le savez déjà, hein, forcément, puisque si vous êtes là, c'est que vous avez lu le livre, et notamment auprès de Rhaenyra, hein. Mais nous verrons bien ce qu'il en est dans le monde parallèle de la série. Revenons maintenant au duel de Samwell Nerbosque contre l'imbécile Bracken. Alors dans le livre, Samwell Nerbosque perd, hein, il me semble, et on le retrouve bien plus tard, mais toujours au service du côté de Rhaenyra du moins, et jusqu'à la bataille du Moulin Brûlé. Et le Bracken, Amos Bracken hein, peut-être, semble devoir mourir d'une aussi terrible blessure, bien malin donc qui prédira le destin de Samwell Nerbosque dans la version série de cette histoire. Cette voyante sans yeux là qui propose à Rhaenyra de connaître sa mort, vous avez bien vu dans quel environnement elle lui pose cette question? Et oui, on a un Gugus hein, juste à côté qui illumine la rue avec des flammes surgissant de la gueule d'un dragon, à savoir très précisément la mort qui attend la pauvre Rhaenyra. Cette allusion à la mort de Rhaenyra s'accompagne d'une autre, plus subtile, et c'est à celle d'Alicente alors qu'on la voit s'occuper d'un malade, le roi hein, bien sûr, et en effet c'est la fièvre d'hiver qui finira par emporter Alicente. Et vous l'aurez compris, hein, si je dis que c'est un peu plus subtil, c'est qu'on pense à la mort d'Alicente puisqu'on vient d'évoquer métaphoriquement celle de Rhaenyra, et donc avec cette notion de maladie, je pense que c'est bien ce qu'on a sous les yeux. Durant la pièce de théâtre, lorsque la princesse semble totalement sous-estimer l'importance de la vie du peuple de Port-Réal concernant le trône et la personne qui devrait l'occuper, on a un bel indice sur un élément qui sera fatidique à son court passage sur le trône de fer, alors que c'est justement la population de la capitale qui sera en partie la cause de sa perte. Dommage de ne pas avoir retenu cette leçon qui lui avait été offerte. Au sujet du ver blanc, la personne à la tête du réseau d'espions, nous savons bien évidemment qu'il s'agit de Mysaria, et je suis étonné que la série joue un peu de mystère à ce sujet. Je ne sais pas s'il est déjà évident que c'est elle pour les spectateurs, mais l'idée ne semble pas préoccuper Daemon notamment, qui ne lui demande même pas ce qu'elle fait concrètement pour vivre, après avoir abandonné ses activités précédentes. Le prochain épisode devrait être le dernier dans lequel apparaîtront les jeunes interprètes de Rhaenyra et Alicente. On peut donc s'attendre à un bond dans le temps d'une bonne dizaine d'années au moins, et à un niveau d'hostilité qui va aller crescendo. Pensez au lien OCS en description et on se retrouve pour une prochaine vidéo vendredi au plus tard, peut-être avant, et a priori pour un live Twitch ce mercredi midi pour discuter pépouze. A très vite pour de nouvelles aventures, salut!